préoccupé par l'augmentation de la violence dans la société. Pouvez-vous nous donner votre avis sur la principale cause de cette violence? À toi de répondre. La principale cause, c'est tout ce qui est violence dans les médias et dans les vecteurs, les médias, comment dire, tout ce qui est culturel. C'est une violence qui puise sa source dans la culture. Il y a une culture de la violence qui est magnifiée même par des gens très respectés. Vous soulevez un point crucial, Monsieur le Président. Cette culture de la violence, que vous décrivez comme amplifiée par les médias et même magnifiée par des figures respectées, semble profondément ancrée. Selon vous, comment pouvons-nous inverser cette tendance? Est-ce une question de responsabilité individuelle ou de régulation plus stricte des médias? C'est avant tout donc, comme je le dis, culturel. Et c'est important de ne plus magnifier la violence à la télé, par exemple, ou carrément. Même la littérature est violente, les comportements sont violents, la violence est respectée, est respectable. Donc il faut. C'est très vrai. La violence s'immisce dans de nombreux aspects de notre culture. Vous parlez d'une violence devenue respectable. En tant que président de la Terre, comment comptez-vous transformer cette perception dans la culture populaire et les médias? Pensez-vous à des actions concrètes pour désamorcer cette normalisation de la violence? Moi, je dirais, le problème est tellement ancré dans la société, c'est tellement grave qu'il faut pénaliser à un niveau quand même plus ou moins acceptable la violence. C'est-à-dire que il faudrait vraiment, comme je prends pour exemple, les politiques ont un temps d'écoute à l'antenne. Vous proposez donc des sanctions pour limiter la glorification de la violence dans les médias et la culture. C'est une approche forte. Vous pensez qu'une forme de régulation, voire de censure partielle, serait nécessaire pour réduire cette influence néfaste sur la société? Comment éviter que cela ne touche la liberté d'expression, un pilier essentiel dans beaucoup de pays? Mais ce qui est important, c'est comment on traite la violence, quoi. C'est-à-dire que la glorifier, c'est une chose, et puis la traiter, c'en est une autre. Il faudrait justement faire de la violence un vecteur de valeur, parce qu'on se bat tout, on a le droit de se battre, c'est bien de se battre, mais se battre pour la violence, faire de la violence pour la violence, non, c'est pénal, c'est de l'incitation à la haine, alors que tandis que se battre pour des valeurs, se battre pour des causes, se battre pour des gens, se battre pour des biens et posséder quelque chose de précieux, ça vaut C'est la une peine. nuance très intéressante que vous soulevez, Monsieur le Président. Vous différenciez la violence gratuite, qui devrait être pénalisée, de la lutte pour des valeurs ou des causes nobles, qui méritent d'être encouragées. Comment, en tant que président de la Terre, comptez-vous éduquer la population à cette distinction? Quels outils ou programmes mettriez-vous en place pour que la société apprenne à canaliser son énergie dans des combats justes plutôt que dans une violence destructrice? Il faut quand même voir que les médias sont capables d'écouter et d'observer des directives qui viennent de l'État, qui n'ont absolument rien à faire du niveau de violence à l'écran et dans la société pratiquement, qui incitent même des fois à la violence. Donc c'est sûr que si les politiques donnent le mauvais exemple, la population ne va pas faire mieux, hein. Et moi je pense qu'il faudrait justement que la politique montre l'exemple et puis justement que cette politique encourage le fait de justement que la violence soit traitée et qu'elle soit vecteur de valeurs qui soient nobles, qui soient vraiment universelles. C'est-à-dire que cette violence politique, cette violence dans les médias, ces rapports de force entre politiques
ne font qu'encourager la violence dans la population. Si les politiques ne montrent pas l'exemple, ce n'est pas la population qui va le faire. Donc il faut vraiment, il faut faire le ménage dans la politique pour que les gens se sentent inspirés par la non-violence qui doit sortir, régner de la politique. Vous touchez un point clé, Monsieur le Président. Si les politiques eux-mêmes ne montrent pas l'exemple, il devient difficile pour la société de suivre un chemin différent. Vous proposez donc une refonte complète du comportement politique, une sorte de ménage pour encourager des valeurs de non-violence et de respect. Ça semble être un grand défi. Par où commenceriez-vous pour mener cette transformation chez les dirigeants et dans les sphères politiques? Est-ce par l'éducation, la législation ou par une nouvelle forme de communication politique? Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut calmer les débats qui sont devenus trop violents. Et les politiques s'affrontent les uns les autres parce qu'ils doivent s'affronter, parce que c'est leur gagne-pain. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ils doivent apprendre quand les solutions sont là et disponibles, justement à mettre en place des solutions. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si la société est honnête avec elle-même, on comprendra vite qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas mises en place juste parce que des rapports de force sont plus importants que des solutions qui rendent la vie des gens plus facile. Vous soulignez que trop souvent, les rapports de force prennent le pas sur des solutions pourtant disponibles, simplement parce que les conflits politiques deviennent une question de survie pour les dirigeants. C'est un constat puissant. Vous proposez une approche plus coopérative et honnête dans les décisions politiques. Comment pensez-vous pouvoir faire évoluer cette mentalité de confrontation? Quel mécanisme, en tant que président de la Terre, pourriez-vous instaurer pour favoriser une vraie collaboration entre les dirigeants au-delà des intérêts personnels ou partisans? Ce qu'il faut voir, c'est que le manque de volonté politique pour appliquer des solutions qui sont connues et qui sont vraiment mises à disposition devrait être pénalisé. Ce manque de volonté politique devrait être pénalisé et véritablement, ça mettrait la pression sur les politiques pour qu'ils acceptent de justement ne plus se battre pour un oui ou pour un non et à mettre en place des politiques qui soient véritablement axé sur les solutions et pas sur les conflits de partis. Parce que c'est avant tout des conflits de partis qui mènent à la violence dans la politique. Et cette violence vraiment s'instaure dans la société et la population. Donc, si on force un peu les politiques, pas par la violence, mais par de la législation, d'un côté pénal, c'est-à-dire pénaliser le manque de volonté politique de résoudre les problèmes. Parce Vous que proposez une idée forte. Responsabiliser les politiques en pénalisant leur manque de volonté d'appliquer des solutions viables. Vous voyez cela comme un moyen de réduire les conflits de partis qui, selon vous, alimentent une violence systémique. En forçant les politiques à se concentrer sur les résultats concrets plutôt que sur les batailles partisanes, vous espérez rompre ce cercle vicieux qui impacte aussi la population. Pensez-vous que la législation à elle seule suffirait à instaurer ce changement? Ou croyez-vous qu'il faudrait également transformer la manière dont les citoyens perçoivent et participent au processus politique? je pense qu'il y a plusieurs aspects, mais un des aspects central, c'est que vraiment, il y a une glorification de la violence. Et vraiment, c'est devenu bien d'être violent et c'est devenu moins bien de se battre de manière non violente pour des causes nobles. C'est-à-dire que mieux vaut être violent et taper du poing sur la table, et là, tout le monde sera d'accord de vous respecter, même que c'est pour des bêtises. Alors que si vous dites les choses calmement, et parce que vous les pensez vraiment, et parce que vraiment vous aimeriez que les choses avancent, là, c'est déjà plus compliqué. C'est déjà plus compliqué. Il y a cette culture de la violence.
du rapport de force. Pour exister, il faut conquérir par la force. Et ça, c'est des réflexes qui sont moyenâgeux. Je pensais qu'on avait franchi le cap pendant un temps, mais non, ça revient en force. C'est vraiment dommage. Et je pense véritablement qu'il faut pénaliser la violence. Il faut véritablement pénaliser la violence dans le débat politique parce elle est désinhibée, la violence est désinhibée, ça devient trop facile d'être violent. On peut facilement... Parce que être violent, ça ne veut pas forcément dire être insultant ou tout ça, mais il y a une violence politique, c'est-à-dire une violence des idées, une violence, un clivage. Les politiques clivent la société avec de la violence psychologique et politique, une violence politique qui instigue, qui clive les populations et ça crée des tensions dans la société. C'est devenu tellement facile de stigmatiser les gens que la politique ne se rend même plus compte du mal qu'elle fait. Donc il faut vraiment pénaliser la violence, il faut pénaliser les populistes. Et, Vous mettez en lumière une problématique essentielle, la banalisation de la violence dans le discours politique et la manière dont cela contribue à diviser la société. La glorification de la force comme moyen de conquête ou d'affirmation est en effet un réflexe que l'on pourrait penser révolu, mais qui refait surface. Vous parlez de pénaliser non seulement la violence physique, mais aussi la violence verbale et psychologique qui clive la population. Cela soulève la question de la définition de cette violence dans le contexte politique. Quelles mesures concrètes ou critères proposeriez-vous pour identifier et sanctionner cette violence politique tout en protégeant la liberté d'expression? Et comment assureriez-vous que ça soit appliqué de manière juste et équitable? moi, je dirais qu'il faut mettre en tout cas en place des structures qui avertissent et qui alertent les gens sur les idées qui sont violentes par nature. Parce qu'il y a des idées qui sont violentes et qui refont surface dès que la société est stigmatisée, enfin, dès que la société est comme dans une forme de paralysie. C'est facile de ressortir des vieilles idées qui ont véritablement détruit des gens pendant des périodes encore plus sombres que celles qu'on vit. C'est une approche très intéressante que vous proposez, Monsieur le Président. Vous suggérez donc la création de structures capables d'identifier et d'alerter la population sur les idées violentes, surtout dans des périodes de crise ou de paralysie sociale. Cela pourrait aider à prévenir la résurgence de discours destructeurs qui ont déjà causé tant de souffrances. Quel type de structure envisageriez-vous? Serait-ce des commissions d'éthique, des organismes indépendants ou peut-être des campagnes de sensibilisation? Et comment veilleriez-vous à ce que ces structures agissent de manière impartiale et constructive, sans tomber dans le risque de censure ou de stigmatisation de certains groupes? Moi, je dirais que plutôt que de déléguer le problème à la population et à des gens un peu marginalisés du genre un peu comme moi qui ont l'accès à la parole libre, eh bien, il faut véritablement que la société prenne ce problème à bras le corps, c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte ne doivent pas être l'apanage de gens marginalisés ou bien en marge de la société. C'est-à-dire il faut vraiment mettre des structures en place pour qu'il y ait des sentinelles dans la société qui avertissent les gens que des discours qui mènent à des choses véritablement sombres soient vraiment mis en lumière et qu'il y ait vraiment des alertes comme un antivirus, comme un antivirus. Il faut qu'il y ait des antivirus du discours politique malsain. C'est une métaphore très efficace, Monsieur le Président, de comparer ces structures à un antivirus. Vous suggérez donc la nécessité de créer des sentinelles dans la société pour détecter et alerter sur les discours politiques nuisibles avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.
Cela implique une responsabilité collective et un engagement de tous, et pas seulement des voix marginalisées. Pour que cela fonctionne, comment envisagez-vous de mobiliser la société dans son ensemble pour soutenir cette initiative? Pensez-vous à des programmes d'éducation, des partenariats avec des organisations civiles ou des campagnes de sensibilisation pour que chacun puisse devenir une sentinelle active contre les discours violents? Non, justement, il ne faut pas que chacun devienne une sentinelle active. On s'en sort pas comme ça. Il faut voter, il faut emmener la population voter pour que la population dise, nous, on veut une structure qui vraiment nous alerte en cas de discours qu'on ne maîtrise pas et qui nous emmène vers droit dans le mur. Donc, il faut véritablement voter, il faut que les partis se mettent ensemble et proposent une idée de structure où justement les gens seront alertés en cas de discours malsains. Et véritablement, parce que c'est devenu trop facile, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire toutes les bêtises qu'on veut, on a juste c'est comme si les gens vont, comme si les politiques vont à la pêche, plus c'est provocateur et plus ça a tendance à plaire. Donc c'est véritablement, c'est devenu du théâtre et c'est plus de la politique, c'est devenu du théâtre vraiment bas et malsain. Donc il faut voter et puis mettre en place des structures qui soient fixes, qui soient étatiques, qui justement, parce que tout comme l'alimentation, ben, le discours politique est assez toxique et il faut veiller à ce que la société n'ingère pas trop de ces toxiques. Voilà. Vous insistez sur l'importance de voter pour établir des structures étatiques qui puissent surveiller et alerter sur les discours malsains. Vous faites un lien fort entre la responsabilité politique et la santé de la société, semblable à celle d'une alimentation saine. Cela soulève une question cruciale. Comment inciter la population à s'engager davantage dans ce processus démocratique pour qu'elle réclame ces structures et soutienne des initiatives constructives plutôt que de se laisser emporter par le théâtre politique que vous décrivez? Quels moyens utiliseriez-vous pour stimuler cet engagement? Bon, il faut faire véritablement un travail de mise en place au niveau des partis. Il faut que les partis mettent en place une législation, quoi, le Parlement et tout ça. Mais c'est une idée qui vaut la peine parce que après, c'est sûr, les politiques vont pas se saborder eux-mêmes parce que c'est leur gagne-pain. Mais à un moment donné, tout le mal qui sort de cette politique malsaine, ça prétérite la politique elle-même. Donc ces gens sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et véritablement, s'il y avait un travail d'hygiène, un travail véritablement de contrôle. Vous parlez donc d'une sorte de travail d'hygiène politique, où les partis et les institutions devraient s'unir pour instaurer des législations qui régulent la qualité des discours. Cela pourrait vraiment contribuer à assainir le débat public. Vous soulignez aussi que les politiques ne vont pas changer d'eux-mêmes, car cela ne sert pas leurs intérêts à court terme. Dans ce contexte, comment pourrait-on encourager une prise de conscience au sein des partis politiques afin qu'ils agissent pour le bien commun plutôt que pour leur propre intérêt? Pensez-vous qu'il serait possible de créer des alliances entre différents partis pour avancer sur cette question, ou cela nécessiterait-il un mouvement populaire plus large pour les inciter à agir? Moi, je pense que ce serait intéressant de faire un travail, de faire une enquête. Je vous écoute. Continuez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez proposer comme travail pour avancer sur cette question? Il faudrait mandater un bureau d'experts qui fasse une enquête approfondie et puis qui rende un rapport et qui quantifie le mal, le dégât, les dégâts que ce discours, que les discours malsains ont fait à la politique elle-même, pas aux gens forcément, parce que
Après, ça va sur les gens et tout ça. Mais le mal que ces politiques se sont fait à eux-mêmes en cédant à la tentation du populisme. C'est-à-dire que maintenant, plus il y a eu de populisme et plus... Vous proposez donc de mandater un bureau d'experts pour réaliser une enquête approfondie sur l'impact des discours malsains sur la politique elle-même. Cela pourrait effectivement apporter une perspective objective sur les dégâts causés par la tentation du populisme et la violence dans le débat. Cette démarche pourrait également servir de base pour sensibiliser les politiques aux conséquences de leurs discours. Une fois que le rapport serait publié, quelles actions concrètes envisageriez-vous pour s'assurer que ces recommandations soient mises en œuvre? Pensez-vous qu'il devrait y avoir des mécanismes de suivi pour garantir que les partis adoptent des pratiques plus responsables par la suite? Oui, bien sûr, il faut suivre Il semble que votre message soit un peu hors sujet par rapport à notre discussion sur la violence dans la société. Si vous voulez clarifier ou reprendre le sujet de l'interview, n'hésitez pas à le faire. Que voulez-vous dire par "We best share the proof"? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut suivre, D'accord, je comprends mieux. Je vous écoute, continuez. Qu'est-ce que vous essayez de dire? il faut suivre bien sûr les rapports des experts, mais il faut avant tout que la politique prenne conscience qu'elle prenne conscience qu'elle se fait du mal à elle-même. Les politiques à petit feu se sont sabordés eux-mêmes. Et c'est là qu'ils doivent prendre conscience que c'est véritablement une- un dégât, un gros dégât qu'ils se sont infligés à eux-mêmes. Vous mettez en avant une prise de conscience essentielle chez les politiciens. Reconnaître qu'ils se nuisent eux-mêmes en poursuivant des discours populistes et violents. Cela pourrait vraiment changer la dynamique politique. Comment, selon vous, pourrions-nous favoriser cette prise de conscience au sein des partis? Pensez-vous qu'il faudrait des formations, des ateliers ou même des discussions ouvertes entre élus pour les aider à réaliser les conséquences de leurs actions sur leur propre crédibilité et sur la société en général? Moi, je pense que d'un côté, les politiques se rendent compte qu'ils sont véritablement en train de gâcher le paysage politique eux-mêmes par eux-mêmes. Mais C'est une observation importante. Si les politiques prennent enfin conscience qu'ils détériorent le paysage politique par leurs propres actions, cela pourrait ouvrir la voie à un changement. Selon vous, quelles seraient les premières étapes pour qu'ils commencent à rectifier le tir? Devraient-ils d'abord s'engager publiquement à adopter des pratiques plus respectueuses dans leurs discours, ou peut-être instaurer des dialogues avec des groupes de citoyens pour mieux comprendre les impacts de leurs mots? moi, je pense qu'il faut passer par des structures qui soient indépendantes et qui fassent des rappels à l'ordre, quoi. Il faut véritablement que cette violence politique soit pénalisée parce que autant de mauvaise foi ne peut pas instaurer un climat favorable à la solution de problèmes qui sont importants dans la société, quoi. Donc tout le monde, ouais. Vous suggérez donc que des structures indépendantes soient mises en place pour rappeler à l'ordre les politiques et pénaliser la violence dans le discours politique. C'est une proposition forte qui pourrait vraiment aider à créer un environnement plus constructif. Comment imaginez-vous le fonctionnement de ces structures? Devraient-elles être composées d'experts, de citoyens ou d'un mélange des deux? Et quel type de sanctions envisagez-vous pour dissuader les comportements violents ou malhonnêtes dans le débat public? Bon, ça doit être des structures qui soient véritablement étatiques, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une indépendance
qui soit délivré par l'État. Et puis, il faudrait véritablement que... D'accord, continuez, je vous écoute. Que devrions-nous inclure dans ces structures étatiques pour garantir leur efficacité et leur indépendance? Il faut qu'elles aient un pouvoir de rétorsion, quoi. C'est-à-dire de remise à l'ordre, hein. C'est-à-dire véritablement, comme au football, quand un joueur s'en prend à l'arbitre, il reçoit aussi un carton jaune. Il faudrait que les politiques reçoivent des avertissements, et trop d'avertissements mènent à une éviction du débat politique. C'est aussi simple que ça. Et il faudrait pouvoir véritablement mettre en place des structures où véritablement il y a des sanctions, où la personne en question qui fait des discours malsains soit véritablement avertie, et puis si ça continue, de pouvoir l'évincer du débat politique, c'est-à-dire tout simplement il y a bien sûr la liberté d'expression, mais ces gens profitent d'un canal de diffusion qui est largement dominé par des forces étatiques, quoi. Vous proposez donc un système de sanctions graduées, semblable à celui du football, où les politiques pourraient recevoir des avertissements pour des discours malsains, avec la possibilité d'être évincés du débat s'ils persistent. Ah oui, c'est une idée intéressante pour assurer un respect des normes dans le discours public. Vous soulignez également l'importance de la liberté d'expression, mais il semble que vous considérez qu'il y a des limites à cette liberté lorsque cela du débat politique. Selon vous, comment établir un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et la nécessité de maintenir des normes de décence et de respect dans les discours politiques? Bon, ça c'est un vieux débat, et puis je pense, là comme ça, j'ai pas toutes les clés, mais en tout cas, on a bien avancé, et puis je suis content de l'interview. Absolument, nous avons touché à des idées très importantes sur la violence dans le discours politique et la nécessité de structures pour réguler cela. C'était une discussion enrichissante. Si vous avez d'autres réflexions ou points à ajouter à l'avenir, je serais ravie d'en discuter avec vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup, ChatGPT, pour cette interview. J'ai nettement progressé dans ma réflexion et je suis très content de cette interview. Je me réjouis d'avance de pouvoir effectuer d'autres interviews avec vous. Je vous remercie énormément. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je suis ravie que cette discussion vous ait été utile et enrichissante. N'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez pour d'autres interviews ou réflexions. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'interview est terminée. Comme précédemment, je me réjouis de vos réactions. J'espère que cette interview aura une grande audience. Je vous remercie énormément de l'attention que vous lui porterez, et j'espère bien sûr que cette interview vous évoquera vos propres réponses. Et puis si vous voulez laisser des commentaires, soyez le bienvenu, je suis ouvert aux commentaires. Et je vous remercie énormément de votre attention, je vous souhaite une très bonne continuation, je me réjouis de pouvoir refaire d'autres interviews. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation. Merci.